Jean-Marc Ayrault, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes député maire socialiste de Nantes, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et depuis ce matin, conseiller spécial du candidat François Hollande. Eh bien, vous allez nous expliquer en quoi consiste ce rôle en répondant à la question de Patrick Mennucci, votre collègue socialiste qui était là hier à votre place. On aimerait bien te voir un peu plus présent dans les médias dans cette campagne de François Hollande. Je crois que tu as vraiment un rôle important à jouer dans le travail qu'a fait le groupe. Est-ce que tu es décidé à le faire? Bah oui, la preuve. Bon, François Hollande, je travaille avec lui depuis quand même 15 ans et j'ai vécu une période très très intense avec lui lorsqu'il était premier secrétaire du Parti Socialiste. Je suis devenu président du groupe à l'Assemblée nationale. Et puis Lionel Jospin était Premier ministre. Donc chaque semaine, nous étions dans le bureau de Lionel Jospin pour préparer la semaine politique, préparer les grandes décisions. Donc c'était une période passionnante. Et là, j'ai vraiment appris à connaître François Hollande. J'ai vu ses capacités, j'ai vu son... Alors, sur votre rôle? Ah là, mon rôle, je suis président des députés socialistes. Et conseiller politique, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes le seul, hein? Conseiller oui, mais ça veut dire que sur beaucoup de sujets, compte tenu de l'expérience qui est la mienne, aussi bien à Nantes qu'à la tête du groupe socialiste, et c'est nous qui avons mené le combat de la gauche, de l'opposition, depuis que Nicolas Sarkozy est président de la République, c'est une expérience que François Hollande veut mettre à profit sur toutes les questions politiques, qu'elles soient nationales ou européennes. Et puis, pour prendre un exemple concret, j'ai travaillé à la préparation de son déplacement en Allemagne qui aura lieu le 4 et 5 décembre prochain. Il y aura aussi une partie internationale. Bien sûr, notamment européenne et en particulier sur la question franco-allemande où je suis déjà engagé depuis de longues années. Donc vous allez peut-être pouvoir nous expliquer ce qu'il faut comprendre entre Martine Aubry, qui considère que François Hollande doit faire sien le projet du PS, et Michel Sapin, qui est proche de François Hollande, pour qui ce projet a été rendu caduc par la crise. Qui a raison? Non, je crois que c'est pas vraiment ça le bon débat. Le bon débat, c'est que nous sommes dans une élection présidentielle. Et qu'à l'occasion d'une élection présidentielle, le candidat ou la candidate, en l'occurrence François Hollande, va présenter aux Français son programme présidentiel. Et il ne s'agit pas d'un programme législatif ou d'un contrat de législature, il s'agit d'un programme présidentiel. Vous trouvez que le PS a tendance à trop vouloir garder la main sur son candidat? Non, je pense que le Parti socialiste sait très bien que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'une personnalité, d'un homme, François Hollande, avec le peuple français, et que François Hollande a pris de la hauteur. On voit bien, c'est pas lui qui a présenté son équipe de campagne, c'est pas lui qui était au bureau national du Parti socialiste. Il est déjà dans cette rencontre avec les Français pour construire avec eux, en quelque sorte, ce contrat de confiance. Il sera le candidat soutenu par le PS, mais pas le candidat du PS. Il est le candidat désigné par les électeurs des primaires, qui est une formidable expérience politique qui va bien au-delà des simples adhérents du Parti socialiste, mais il a été évidemment investi officiellement comme le candidat du Parti socialiste et des radicaux de gauche. Mais son objectif, c'est de rassembler l'ensemble de la gauche et une majorité de Français. L'élection présidentielle, c'est ça. C'est un long chemin, ça demande vraiment une relation particulière avec le peuple. Et je crois que François Hollande est en train de réussir, de construire cette relation de confiance. Alors, il a aussi des relations de confiance à construire avec les Verts. Vous venez de signer un accord, vous, le Parti Socialiste, avec Europe Écologie Les Verts. Et à peine signé, cet accord est menacé d'être remis en cause, car le bureau national du Parti Socialiste, hier, a adopté une version qui n'était pas celle que les Verts avaient négociée avec vous. Et notamment, en ce qui concerne l'exploitation de la filière, ce qu'on appelle la filière MOX, c'est-à-dire le retraitement nucléaire. Des combustibles nucléaires. Voilà, et qui servent à nouveau comme carburant, en quelque sorte, d'un certain nombre de centrales de nouvelle génération et la future centrale de l'EPR de Flamanville. Voilà, et les Verts disent que vous aviez accepté d'y renoncer, que vous avez changé d'avis hier soir. On écoute, si vous voulez bien, avant que vous répondiez, ce qu'en dit Noël Mamère, qui est député Vert. Si le Parti socialiste, sous la pression d'Areva et du lobby nucléaire, décide de changer d'avis, ça va changer la donne pour nous. Et on ne peut pas construire l'avenir et un pacte majoritaire avec des gens qui renient leurs paroles. La question qui se pose en France, comme en Belgique, comme en Suisse, comme en Italie ou comme en Allemagne, ce n'est plus de savoir s'il faut sortir ou non du nucléaire, c'est quand et comment. Sur la forme, est-ce qu'il n'a pas un peu raison? Non, mais c'est la question qu'il évoque. Ça se fait de sortir un paragraphe d'un accord qu'on a signé la veille? Je vais vous dire quelque chose de très important. C'est la question que pose Noël Mamère à la fin. Sortir du nucléaire. Oui. Eh bien, il faut qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Aucune ambiguïté. On a évoqué la désignation de François Hollande à travers le vote d'une primaire.
il y avait deux candidats à la fin, Martine Aubry et François Hollande. Martine Aubry proposait une sortie du nucléaire. François Hollande a dit, moi je suis réaliste, je fais une proposition qui est très claire, c'est qu'on va passer de 75% d'électricité produite par l'énergie nucléaire à 50% d'ici 2025. Et ça, c'est son engagement. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et si, dans le texte qui a été débattu et négocié entre le Parti socialiste et les Verts, il y a la moindre ambiguïté d'interprétation, alors effectivement, il faut lever cette ambiguïté. Pourquoi il faut lever cette ambiguïté? Parce que passer de 75% d'énergie nucléaire pour produire de l'électricité à 50%, c'est pas la fin du nucléaire, en tout cas d'ici 2025, c'est une évidence. Donc on aura encore besoin de centrales, on aura encore besoin d'énergie d'origine nucléaire, et donc le MOX, qui est un décarburant pour les centrales modernes, et notamment pour Flamanville, on en a besoin. Donc ça montre bien que si on reste sur une formulation ambiguë, l'engagement de cohérence, de clarté de François Hollande ne serait pas respecté. Et je rappelle que François Hollande, lui, il est candidat devant les Français. Ça veut dire que si le Conseil fédéral des Verts, qui est l'instance à laquelle doit être soumis cet accord ce week-end, décide de ne pas le voter, tant pis, François Hollande restera fidèle à l'engagement qu'il a pris et ne changera pas de position sur le nucléaire. Et je pense que sa position, elle était extrêmement claire. C'est de préparer la transition énergétique. Mais y compris au prix d'un refus d'accord des Verts. Et le prix à payer de la cohérence, de la crédibilité, serait beaucoup plus lourd. Et François Hollande, lui, il prend un engagement devant les Français. Il ne faut jamais oublier que quand on est candidat à la présidence de la République, c'est pour exercer les responsabilités de chef d'État. Et quand on est chef de l'État, on doit prendre des engagements pour garantir l'indépendance nationale, la souveraineté nationale. Et s'agissant de la question de l'énergie, l'accès à l'énergie pour les habitants, pour les citoyens, et aussi pour les entreprises, c'est une question stratégique et qui relève vraiment de la responsabilité présidentielle. Et là, il faut admettre que, et ça serait plus simple de l'admettre sans polémique, il n'y a pas de raison, c'est qu'il y a deux candidats au premier tour de l'élection présidentielle qui sont concernés par cet accord. Il y a François Hollande, Parti socialiste, et puis il y a Eva Joly, qui, elle, pour la sortie du nucléaire. Eh bien, on va laisser les Français voter, et au premier tour. Mais en fait, ce que vous dites sur les conséquences industrielles et sociales des choix énergétiques, c'est un peu ce que disent les gens qui, à l'UMP, dénoncent... non, parce que les gens à l'UMP sont pour maintenir le tout nucléaire. Et là, c'est là le désaccord que nous avons avec eux. Nous voulons préparer la transition énergétique, c'est-à-dire une part de nucléaire qui soit substantiellement réduite à 50% pour l'électricité, et puis en même temps préparer le développement massif des énergies renouvelables. C'est beaucoup d'investissements, mais c'est aussi beaucoup d'emplois, parce qu'on a pris du retard en France, puis réussir aussi l'efficacité énergétique, c'est-à-dire les économies d'énergie, c'est aussi beaucoup d'investissements et beaucoup d'emplois. Et parce qu'il faut aussi rappeler que la France a pris des engagements. Ces engagements, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. Ce qui ne serait pas tenable d'ailleurs avec le charbon et les éoliennes. Ce n'est pas tenable si on dit on va sortir du nucléaire. Eh bien, ce n'est pas tenable. Et donc, c'est pour ça que François Hollande a cette proposition. Mais en même temps, il sait bien qu'il ne suffit pas de parler de la réduction de la part du nucléaire si on n'a pas en même temps une réponse sur l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Alors ça, c'est sur l'aspect programmatique de l'accord. Sur l'aspect électoral, ça ne marche pas très bien non plus. Bertrand Delanoë et Gérard Collomb ont voté contre l'accord électoral PS-Vert. Bertrand Delanoë est particulièrement furieux parce qu'on demande à une députée parisienne sortante qui s'appelle Danielle Hoffmann-Rispal, qui a été la mieux élue en 2007. C'est vrai, je la connais bien, hein, les membres de mon groupe. C'est une femme très bien et qui fait un très bon travail, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et on lui demande de céder la place à Cécile Duflot. Elle le vit très mal, je sais. Est-ce qu'elle a raison de s'indigner ? On ne lui a pas demandé son avis, je pense que c'est ça qui est pour elle une épreuve. Et puis j'ai bien vu que Bertrand Delanoë... Je pense que si on lui avait demandé, la réponse aurait été non. Évidemment non. Alors peut-être qu'il y a encore des solutions possibles. Peut-être qu'il y a encore des solutions possibles. Lesquelles ? Eh bien ça, c'est à la direction du Parti socialiste de le trouver avec les responsables de la ville de Paris, les socialistes de Paris. Par exemple, une autre circonscription parisienne, pourquoi pas, en tout cas. Celle qu'Yves Cochet va abandonner, par exemple. Yves Cochet va sans doute être élu au Parlement européen, donc il y a toujours des marges de manœuvre possibles. Ça pourrait être une solution ? Pourquoi pas, mais moi je ne suis pas chargé de ces négociations sur le plan électoral. Simplement, il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que ce qui est important, si les Verts acceptent l'accord politique qui a été discuté, il y a un accord électoral. Nous voulons former une majorité parlementaire de la gauche et des écologistes. Donc notre position, elle est une position responsable, qui est celle du rassemblement, pour permettre à cette sensibilité politique qui existe, qui est réelle, qui est celle de l'écologie et les Verts,
d'avoir une représentation à travers un groupe à l'Assemblée nationale. Alors, dernière question brève, également sur des problèmes électoraux, mais qui concernent cette fois les socialistes entre eux. Le parachutage de Ségolène Royal à La Rochelle crée une polémique chez les socialistes de La Rochelle. La direction du PS doit-elle imposer son investiture? Écoutez, il y aura un vote bientôt des adhérents du Parti socialiste pour désigner la candidate dans cette circonscription. Je n'ai aucun doute que Ségolène Royal soit désignée, parce qu'elle a été notre candidate à la présidentielle, et les adhérents du Parti socialiste sont suffisamment conscients de l'apport qui peut être le sien dans la réussite de l'élection présidentielle et de l'élection François Hollande. Donc, en tout cas, elle a votre soutien. Oui, je crois que c'est une question de responsabilité et aussi de rassemblement. On a besoin de tout le monde pour gagner. Jean-Marc Ayrault, je vous remercie. Demain, le Talk Orange recevra Franck Riester, député maire UMP de Coulommiers. Bonsoir et à demain.